Chers auditeurs, vous êtes à Écho littéraire, l'émission qui donne la parole aux écrivains, l'émission qui donne la place aux livres. Vous allez nous excuser tout à l'heure pour ce désagrément dû à un souci technique. Vous pouvez interagir, appeler au 01 02 45 50 40 ou au 05 86 06 48 63 pour participer à l'émission. Il est là, Monsieur Laurent Kouassi, c'est votre compatriote de Bouaké, c'est un enfant de Bouaké. Il a écrit Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines de cas de la Côte d'Ivoire. Avant ce livre, il a écrit Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire. Il est à vous. Bonsoir, monsieur Laurent Kouassi. Bonsoir, Ange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Laurent Kouassi, est-ce juste de vous présenter comme un Ivoiro-Canadien? Oui, je pense que ça va, oui. D'accord. Est-ce que cela signifie que vous êtes binational, c'est-à-dire que vous jouissez de deux nationalités? J'étais ivoirien depuis 2000 jusqu'en 2009, quand j'ai eu la nationalité canadienne. Je me considère toujours ivoirien aussi. Très bien. Et aussi originaire de la région de Bouaké. Et c'est avec quel sentiment vous retrouvez votre terre natale? C'est toujours un réel plaisir. Comme le dirait l'autre, on ne peut que se sentir bien chez soi. Très bien. Je suis chez moi. Très bien. Et je me sens bien. Très bien. Alors, diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, vous avez été cadre à la compagnie ivoirienne d'électricité avant d'immigrer en 2006 au Canada. Vous résidez dans la ville d'Ajax, dans la province de l'Ontario. Immigrant, les intellectuels africains qui auraient pu imaginer des solutions aux défis de développement de leur pays quittent l'Afrique, ou du moins abandonnent l'Afrique. Est-ce que... c'est un monde interconnecté, et donc apprendre, voir ou de vivre l'expérience. Comment est-ce que les choses se passent dans un monde qui est qualifié de monde développé? C'est toujours bon de toujours avoir cette connaissance-là et faire en sorte que on puisse avoir une idée très claire de là où on va. Aujourd'hui, pour ne pas être trop long, je me rappelle quand j'étais ici encore avant de partir, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que des fois on dit tel pays est pays développé. Les pays développés, qu'est-ce qui fait des pays développés? Et donc, le fait que j'ai pu m'y rendre et le fait de constater que ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas les routes, ce n'est pas seulement tous ces éléments-là qui permettent à un pays d'être qualifié de pays développé, mais plutôt un ensemble de paramétrages. Un ensemble de paramétrages qui nécessitent que ce pays-là puisse être qualifié de pays développé parce que ces paramétrages sont bien remplis. Il ne s'agit donc pas d'un abandon de sa chère Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et j'insiste. Et il ne s'agit pas aussi d'un abandon de l'Afrique qui apparemment est installé dans votre cœur. Quoi. Même Nkrumah disait je suis africain pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Ça, c'est très bien dit. D'accord, vous ressentez cela? Oui, parce que quand on est dans un pays comme le nôtre, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment dur de partir et d'oublier ce beau pays-là. Avec tout ce qu'on a vécu, toute cette émulation, toutes ces communautés et tout. Et donc, voilà, il faut y être, il faut vivre dans un pays comme la Côte d'Ivoire pour te rendre compte que c'est pas facile d'oublier un tel pays. Déjà, on est convaincu de ce que
en publiant 2 livres. Un livre qui parle de votre chère Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire. Un livre qui parle aussi de la Côte d'Ivoire, mais en même temps de toute l'Afrique, enjeu de nombreuses incongrues des sociétés africaines de la Côte d'Ivoire. On est convaincu de ce que vous êtes parti, mais votre cœur est resté en Afrique. On est convaincu de ce que, à travers ces contributions, vous tentez d'apporter de mettre la main dans le grand combat pour le développement de notre continent africain. Mon carnet de la quarantaine. Et ça veut dire que ce livre a été écrit lors du confinement de la Covid-19. Mais vous avez bien trouvé, comment vous avez fait? D'accord. J'ai compris avec quarantaine que alors vous vous ennuyez, comme écrire et lire sont les meilleurs remèdes à l'oisiveté. Alors vous avez écrit pour fuir l'oisiveté due à la quarantaine de la Covid-19. Oui, surtout que cela faisait suite à la première publication qui était sortie en 2019, où j'avais jeté un regard critique sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans mon pays, avec tout ce qu'on a vécu comme les crises et autres. Et donc, pour moi, quand tu essaies de faire quelque chose comme ça, où c'est vraiment un aspect vraiment très critique de la société dans laquelle tu te trouves et autres, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter juste dans ces crises et toujours aller plus loin. Et aller plus loin, c'est vraiment démontrer que l'Afrique a de la potentialité. Et vous étiez en train de dire à ce propos qu'un pays comme la Chine ou aussi qu'un autre pays comme l'Inde, qu'une population qui va au-delà d'1 milliard arrive à s'autosuffire sur le plan alimentaire au point de nous vendre à nous, des petits pays africains de 20 à 30 millions d'habitants, du riz, de la nourriture, du blé venant de ces pays. Alors, comment? Que faire? Merci encore Ange. Et même, j'allais ajouter, on a eu la crise de la Russie et puis l'Ukraine. Et on a vu comment est-ce que nos pays africains, on a énormément souffert du manque de ces aliments indispensables pour nos populations. Okay. Parce que tout venait de ce pays, l'Ukraine, qui n'a pas la taille de la Chine ou bien l'Inde, mais par contre qui est très très prolixe en matière de production de ces matières ou en destination de nos pays. D'accord. Donc globalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que nous, pays africains, on est amené à inventer. Si vous voyez les pays développés, ils sont partis ensemble, ils ont essayé ensemble. Donc quand c'est comme ça, c'est pas facile parce que bon, on se développe ensemble et puis bon, on avance ensemble et c'est pas évident. Mais par contre, on est arrivé dans un monde après notre indépendance où tous ces modèles de développement sont documentés et su. Toutes les entreprises, que ce soit le secteur primaire, secondaire, tertiaire, qui sont capables de créer des chaînes de valeur en Afrique, n'appartiennent pas aux Africains. On fera le pourcentage, oui. Vous allez voir, la majorité, la très grande majorité n'est pas africaine. Ça, c'est un problème. Alors, donc, pour revenir maintenant à l'économie de la connaissance, que faire 60 ans, plus de 60 ans, à la différence des pays asiatiques qui sont passés aussi par l'aventure douloureuse de la colonisation, à la différence de ces pays, nous ne réussissons pas, nous les Africains, jusqu'à présent, le transfert des technologies. Mais malgré des efforts immenses, regardez à Yamoussoukro, cette école d'ingénieurs créée déjà, je ne sais pas en quelle année, par le président Félix Houphouët-Boigny, qui est une école de pointe. Un autre pays africain, la Tunisie, qui donne aujourd'hui un visage assez positif de ce qu'on peut avoir comme formation en Afrique. Beaucoup d'Africains aujourd'hui amènent leurs enfants étudier
Et le Maroc aussi, je crois qu'il y a de grandes écoles qui sont de pointe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi, dites-nous, pourquoi les Asiatiques ont réussi facilement ce transfert des technologies et pourquoi en Afrique ça traîne? Donc, vous me rejoignez. Je dis toujours que tous les modèles sont documentés et tout est là. Le transfert de technologie auquel vous faites référence, faut pas rester chez soi et puis bon, j'ai besoin de transfert de technologie et puis bon, on te transfère la technologie et puis bon, tu avances. Non. Il fallait la chercher. C'est toute une stratégie, c'est tout un combat. Si nous, Africains, on veut ce transfert de technologie, les Chinois nous ont montré que c'est possible. D'accord. L'Inde est en train de nous montrer que c'est possible. D'accord. Donc on n'a même pas besoin même de chanter ça. On n'a même pas besoin même de crier ça sur tous les toits qu'on veut le transfert de technologie. D'accord. Un autre problème. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qu'on appelle un village planétaire. Et avec aujourd'hui le développement des NTIC, le monde est devenu petit. Et sur le marché du travail mondial, on observe que les autres continents nous arrachent ce que nous avons comme professionnels pétris de savoir-faire et de compétences. Oui, il y a un mouvement de ceux-là même, pour parler de transfert de technologie, de ceux-là qui ont la technologie, qui au lieu d'avoir un salaire à Abidjan de 600 000, on lui propose, je ne sais pas, à Dubaï, 16 millions comme salaire mensuel, il va partir. Il va partir. Nous perdons aussi. L'Afrique perd aussi comment on appelle, ses champions dans le domaine de l'ingénierie. Je ne dirais pas ces champions, mais je dirais simplement que tout ça, ça fait partie des incongruités que j'appelais les incongrus. Il n'est pas question de dire que, bon, ok, tu es intellectuel, on veut que tu restes, il faut que tu produises et tout. Et puis bon, alors que la personne, c'est que si elle arrive à être dans ces pays-là, voilà les conditions dans lesquelles, d'abord même les conditions de travail. Pour faire grandir même son savoir-faire. À la limite, même si au niveau des conditions de travail, les choses se passent bien, si mon salaire n'est peut-être pas conséquent, mais au moins les conditions de travail me permettent de m'épanouir et éventuellement apporter un plus dans le domaine, dans le secteur. D'accord. Mais si même les conditions de travail ne sont pas assurées, même le minimum n'est pas assuré, vous dites à la personne, non, comme tu es national, il faut rester pour servir ton pays. Mais diantre, on voit ceux qui font la politique, ils sont aussi des nationaux, mais on voit dans quelles conditions de luxe et tout ça qui se trouve. Le train de vie. Ouais. Et donc, si on ne fait pas le sacrifice pour montrer à tout le monde que quelle que soit notre position, on est capable de mener une vie qui puisse permettre aux uns aux autres de fournir les efforts nécessaires pour qu'on puisse avancer. C'est ça. Il ne faut pas demander ce qu'on ne peut pas te demander à l'autre. D'accord. Alors, moi, je vais vous demander deux incongrus qui vous semblent très importants. Et en même temps, les deux solutions que vous avez apportées à ces deux incongrus que vous avez décrits dans votre livre. Je l'ai dit déjà lors d'une autre interview que je tiens absolument à tous mes incongrus. D'accord. C'est parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs que je n'ai pas pu visiter, mais par contre, ceux que j'ai pu visiter, je tiens absolument à tous mes incongrus. Ils ont tous la même valeur, de la même importance, pardon. Pour moi. D'accord. Pour moi, parce que je vais prendre deux. D'accord. Si je prends par exemple les incongrus concernant le secteur, la pression communautaire de nos sociétés. On est tous africains. C'est peut-être que le phénomène n'a plus une grande ampleur comme c'était avant, mais ça existe encore. Quand tu quittes de la majorité, je vais parler dans l'absolu, quand tu quittes de ton CP1 jusqu'à tu arrives au CM2, ou jusqu'en terminale, il y a certains qui vont vous dénombrer 3, 4, 5, 6 tuteurs. Les gens chez qui les parents vont t'envoyer.
pour que tu puisses rester, poursuivre tes études. Et une fois que tu finis, le BPC au secondaire, c'est quelque part d'autre. Il faut aller trouver notre tuteur. Même à l'université, il faut aller trouver notre tuteur. Avant, c'était Abidjan, la majorité, et tout ça. Mais quand quelqu'un comme ça fait ce parcours avec tout ça, toutes ces familles-là constituent des familles de redevabilité. Ah oui, bien sûr. Il doit à toutes ces familles. Ouais. Et au-delà de ça, on baigne dans un environnement où la pression communautaire au niveau des sollicitations est énorme. Énorme. On parle de la sollicitation au niveau simple de ta famille, simple, papa, maman et les enfants. Les frères. Papa, maman et les enfants. Ah d'accord, papa, maman, d'accord. Là. Et là maintenant, on s'étend, on rentre dans la grande famille, frères et sœurs, après cousins, après tante, oncle, et après, voilà. grand-père, grand-mère. Ouais. Et cette pression. Et cette pression, elle est très forte. D'accord. Elle est très forte. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne font pas leur travail comme il faut, ou bien pour ça, ils doivent s'adonner à quelque chose d'autre, mais la forte pression est telle que ça agit sur le rendement. Ça peut agir sur le rendement. Sur le rendement. Ça peut agir sur le travail qu'on leur demande. Ça peut agir sur la possibilité d'innover et de créer des choses pour pouvoir changer les choses. Ils deviennent incapables de créativité. Donc, c'est pour dire que... Et l'épargne aussi, ça peut agir sur l'épargne. Mais c'est tout ça qui est la pression. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour dire que quand tu vois l'environnement dans lequel baignent nos fonctionnaires, ici en Côte d'Ivoire, dans nos pays, je préfère généraliser puisque le titre c'est pour l'Afrique. Oui, la question est africaine. Oui. Et donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais non, les fonctionnaires ne sont pas suffisamment suivis, ne sont pas suffisamment aidés, ne sont pas suffisamment assistés. C'est ça, c'est ça. Mais on peut vous rétorquer que l'Afrique, c'est la terre de la solidarité et que cette solidarité est chère à l'Afrique. Est-ce que vous définissez comme pression qui contrarie, qui bloque, qui devient un blocage à la créativité et même à l'épanouissement social et économique du travailleur? D'autres vous diront, c'est la solidarité. Non, mais je corrige quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que l'Africain doit éviter d'être solidaire. Je suis en train d'expliquer un principe, pour moi, qui constitue pour moi un de ces incongrus. Ok, un handicap. Oui, un handicap. Je dis, l'Afrique, les travailleurs africains manquent, il y a de soutien et d'apport, d'orientation de leur gouvernement. J'ai pris des exemples dans le livre. Prenez, j'ai lu un roman du père fondateur de Singapour, From Third World to First. Ce roman-là, il est très inspirant. D'accord. Le monsieur dit, moi, dans ma vision des choses, je ne peux jamais concevoir que un fonctionnaire puisse travailler dans mon administration pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, aller à la retraite et qu'il n'a pas de toit. Il n'a pas de maison, oui, c'est un problème. Ok. Donc, le gouvernement met en place des mécanismes. Politique de l'habitat. Des mécanismes qui permettent à chaque fonctionnaire, à partir d'un certain nombre de temps, d'être propriétaire de sa maison. J'ai lu aussi dans un pays où le gouvernement a dit, compte tenu de tout ça, moi je demande à nos fonctionnaires de faire des assurances vie. Et ces assurances vie-là sont telles qu'à partir d'un certain nombre d'années, il y a des ristournes qui sont payées aux fonctionnaires. À partir de un certain nombre d'années déterminées. Et donc, le fonctionnaire est là et chaque année, à chaque moment bien déterminé, il peut recevoir un certain montant qui puisse permettre de se réaliser. Tout à fait, d'accord. Et j'ai pris aussi l'exemple qui est chez nous et qui est vivable. Le cas de la CIE. Moi, j'ai commencé dans une compagnie où j'ai eu la chance d'avoir un PDG qui était très visionnaire en termes de gestion adapté à nos réalités africaines. Ok. Et ce monsieur, il a mis en place ce qu'on appelle à la CIE le FCP, Fonds commun de placement. D'accord. Et sa vision était très simple. Il dit que
paix à son âme, de passage, D'accord. il dit que si tu donnes même 1 million, 2 millions, même 3 millions à un Africain, c'est pas sûr que ce monsieur travailleur pourra arriver à épargner. Il ne pourra pas épargner. Donc moi, si tu travailles dans ma société, comme ton gré, je te coupe un certain pourcentage. Ah oui, l'épargne forcée entre griffes, quoi. Parce que c'est que si tu te donnes tout, peu importe, tu ne pourras pas. Mais les travailleurs ont accepté cette forme d'épargne. D'accord. La part obligatoire, c'est obligatoire. D'accord. Mais pour avoir une telle vision, il faut être au courant, il faut être vraiment vexé de tout ce qui se passe dans nos communautés. Déjà, ok. Et à côté de ça, il a créé la part facultative. Cette part facultative qui permet d'augmenter le pourcentage qu'il faut si tu veux aller jusqu'à, j'ai oublié le pourcentage exact, mais il y a une part facultative et il y a une part obligatoire. D'accord. Et il dit, quand tu sors de ma société, à partir de là, cet argent que j'ai gardé pour toi, obligatoirement, je te donne. D'accord. Allez, donc c'est une incongruité. Je n'ai pas encore fini, d'accord. à moins qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux. Non, j'attendais la deuxième, mais allez-y, achevez la première incongruité. Non, la première... C'est la pression. Ouais, la première pression. pratiquement est finie. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse tenir compte de ces éléments-là. On ne peut pas être dans un environnement en Afrique tel qu'on connaît, et puis l'État n'est pas suffisamment présent pour accompagner le travailleur. Tout à fait. Alors si nous voulons donc un travailleur, plus productif, un travailleur plus créatif, il faudrait que l'État l'accompagne. Et dans il faut que le travailleur sente que derrière lui se trouve cet État qui l'accompagne et qui se soucie par exemple de son logement, de son bien-être, de son épanouissement, etc. C'est très important. Et la deuxième incongruité. La deuxième incongruité, j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit non, je pense que ça c'est la meilleure démocratie, ça c'est ton classement. D'accord. Toutes mes incongruités sont les meilleures. Les mêmes. Les mêmes. J'ai dit, mais comment on peut m'expliquer que après plus de 60 ans d'existence, nos pays africains, on n'a pas de valeur et d'acquis. Ok, c'est-à-dire la valeur pour moi, c'est ce qui caractérise un peuple. D'accord. Ce peuple, il est travailleur. Ce peuple, il est intègre. Ce peuple, il est vraiment discipliné. Ce peuple, peu importe. Peu importe. Un trait, une caractéristique fondamentale qui distingue ce peuple des autres peuples. Je disais à un ami que on en parle pour rire, mais c'est aussi une réalité. Si tu te présentes à un poste de recherche d'emploi, ça c'était juste pour caricaturer un peu les choses, et que dans le groupe, il y a un Chinois qui fait partie du groupe dans lequel vous êtes. Demandeur d'emploi. Oui. Il faudrait passer demain s'il y a un autre poste qui va être ouvert parce qu'on va prendre le Chinois. À cause de quelle valeur? Le travail. Le travail. C'est un travailleur. D'accord. Le Chinois, on a cette impression, je dis impression en guillemets peut-être, que le travailleur, le Chinois, quel que soit l'endroit où tu vas le mettre, tu lui dis de faire quelque chose, il va le faire. Très bien. Très bien. Ce sont des valeurs. Nous avons très bien compris que la valeur doit être intégrée dans le peuple depuis le bas âge. Nous tirons à la fin de cette émission, la radio Bekin FM, premier média certifié de Côte d'Ivoire, a eu l'honneur de recevoir ce jour monsieur Laurent Kwasi, auteur de Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, cas de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, nous dirons à monsieur Laurent Kwasi de nous donner son dernier mot. Ok, d'abord c'est un mot de remerciement. Un mot de remerciement
à l'endroit de la direction du radio Beke FM pour cette opportunité qui m'est offerte de pouvoir parcourir un peu ces sujets que je trouve très passionnants sur vos antennes. Et j'espère que j'ai pu donner de mon mieux pour qu'ensemble on puisse comprendre que l'édification, l'Afrique de demain auquel on aspire dépend de nous. Merci, merci. C'était Angelino Traoré, votre humble serviteur, qui invite les écrivains afin que vous vous abreuviez des canaries que sont leurs ouvrages. Restez connectés sur Beke FM, meilleur multimédia numérique de Côte d'Ivoire 2024. Pour tous ceux qui sont en dehors de Boaké, vous pouvez nous suivre en streaming via www.bekefm.com. Retenez ce mot de Frantz Fanon. Le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes.